Dans les ruelles étroites de Séville, où l'air vibrait encore de la chaleur du jour, Emma sentit son cœur se briser en mille éclats quand elle surprit Anaïs, l'amie intime de son beau-père, en train d'embrasser une autre femme sous un porche ombragé. « Comment as-tu pu me trahir ainsi, après tout ce que nous avons partagé » hurla Emma, sa voix se brisant comme un verre fragile contre les pavés anciens. Anaïs se tourna, les yeux emplis de larmes, et murmura « C'était une erreur, ma chérie, mais toi seule compte pour moi maintenant. » Emma avait toujours considéré Séville comme un refuge, une ville où les ombres des orangers dansaient avec la lumière du soleil andalou, où les flamencos résonnaient comme des cœurs battants dans la nuit. À 25 ans, elle y vivait depuis son adolescence, après que sa mère eût épousé Javier, un architecte espagnol originaire de la région. Javier était un homme bon, mais distant, absorbé par ses plans de restauration de bâtiments historiques. C'est par lui qu'Emma avait rencontré Anaïs, la meilleure amie de son beau-père, une Française expatriée qui avait fui Paris pour les charmes enivrants de l'Espagne du Sud. Anaïs, à 42 ans, était une femme d'une élégance rare, avec ses cheveux noirs coupés courts, ses yeux bruns profonds comme les eaux de la Seine qu'elle avait quittée, et une peau olivâtre héritée de ses origines méditerranéennes. Elle travaillait comme galeriste, exposant des artistes émergents dans une petite galerie près de la Plaza de España. Emma, étudiante en littérature comparée à l'université de Séville, avait d'abord vu en Anaïs une figure maternelle, une confidente sophistiquée qui lui parlait de Proust et de Beauvoir avec une passion contagieuse. Mais au fil des mois, leur conversation s'était muée en quelque chose de plus intime, de plus dangereux. Tout avait commencé lors d'une soirée d'été, dans la maison familiale perchée sur les collines dominant la ville. Javier organisait un dîner pour célébrer l'anniversaire d'Anaïs. Emma, vêtue d'une robe légère qui flottait au vent tiède, servait le vin avec un sourire timide. Anaïs, radieuse dans une blouse en soie, riait aux éclats aux anecdotes de Javier. Mais quand leurs regards se croisèrent par-dessus la table, un frisson électrique parcourut Emma. Plus tard, alors que les invités dansaient au son d'une guitare flamenco, Anaïs s'approcha d'Emma dans le jardin. « Tu es si belle ce soir, Emma » murmura Anaïs, sa voix veloutée comme un vin rouge espagnol. On dirait une muse sortie d'un tableau de Sorolla. Emma rougit, sentant une chaleur inconnue monter en elle. « C'est grâce à vous, Anaïs. Vous illuminez tout autour de vous. » Leurs mains se frôlèrent, et ce simple contact alluma une étincelle. Les jours suivants, elles se virent en secret, promenade le long du Guadalquivir, café partagé dans des patios fleuris, discussions interminables sur l'amour et la liberté. Anaïs confia à Emma son passé tumultueux, un mariage raté à Paris, une quête incessante de sens dans l'art et les relations. Emma, de son côté, avoua sa solitude, son sentiment d'être une étrangère dans sa propre vie, malgré l'amour de sa mère et de Javier. Bientôt, leurs rencontres devinrent plus intimes. Une après-midi, dans la galerie déserte d'Anaïs, elles s'embrassèrent pour la première fois. Les lèvres d'Anaïs étaient douces, exigeantes, et Emma se perdit dans ce baiser comme dans un océan de sensations nouvelles. « Je n'ai jamais ressenti cela » murmura Emma, le souffle court. Anaïs caressa sa joue. « Moi non plus, ma petite. Tu es mon secret le plus précieux. » Mais le bonheur était fragile. Javier commença à soupçonner quelque chose. Il remarqua les absences prolongées d'Anaïs, les regards complices entre elle et Emma lors des dîners familiaux. Un soir, il confronta Anaïs. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma belle-fille ? Elle semble changer, plus distante. » Anaïs nia, mais son cœur se serra. Elle aimait Javier comme un frère, mais son attirance pour Emma était irrésistible, un tourbillon d'émotions qu'elle ne pouvait contrôler. Emma, quant à elle, luttait avec sa propre culpabilité. Elle adorait son beau-père, qui l'avait élevée comme sa propre fille. Trahir sa confiance la rongeait. Pourtant, chaque moment avec Anaïs était une révélation, des nuits volées dans un petit appartement près de l'Alcazar, où elles exploraient leur corps avec une tendresse infinie, des promenades main dans la main sous les étoiles andalouses. « Je t'aime » avoua Emma un soir, blottie contre Anaïs. « Moi aussi, plus que tout » répondit celle-ci, mais une ombre passait dans ses yeux, l'ombre d'un secret qu'elle n'osait révéler. Le conflit intérieur d'Anaïs grandissait. Elle avait une liaison passée avec une artiste madrilène, Isabella, qui réapparaissait sporadiquement dans sa vie. Isabella était passionnée, jalouse, et refusait de laisser Anaïs partir.
Un jour, Isabella débarqua à la galerie, exigeant des explications. « Tu m'as promis de ne plus voir personne d'autre, cria-t-elle. Anaïs, paniquée, l'embrassa pour la calmer, sans savoir qu'Emma observait la scène depuis la rue. Ce fut le début de la tempête. Emma, dévastée, s'enfuit en larmes. Anaïs la poursuivit, mais le mal était fait. C'était une erreur du passé, plaida Anaïs. Je t'en prie, crois-moi. Emma, le cœur brisé, se referma sur elle-même, évitant Anaïs et se confinant dans ses études. Ravière, sentant la tension, essaya de comprendre, mais Emma garda le silence. Pourtant, l'amour persistait. Anaïs envoya des lettres, des fleurs, implorant le pardon. Emma les lisait en secret, déchirée entre la douleur et le désir. Séville, avec ses fêtes de la Semaine Sainte approchantes, devenait un décor tragique pour leur drame. Les processions religieuses, avec leur statue de vierge en pleurs, faisaient écho à la souffrance d'Emma. Un soir, lors d'une procession, Emma croisa Anaïs par hasard. Leurs regards se croisèrent au milieu de la foule. « Nous devons parler, murmura Anaïs. Emma hocha la tête, et elles se retrouvèrent sur une terrasse surplombant la cathédrale. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et pourpre. « Je t'ai trahi, et je le regrette infiniment, avoua Anaïs. Isabella n'est rien comparée à toi. C'est toi que j'aime, Emma. » Emma pleura, mais son cœur s'adoucit. Elles s'embrassèrent sous le ciel andalou, un baiser chargé d'émotions, pardon, passion, espoir. Pourtant, le chemin vers la réconciliation serait long, semé d'embûches. Les jours suivants furent un tourbillon de sentiments contradictoires pour Emma. Elle accepta de revoir Anaïs, mais avec prudence. Elles se rencontraient dans des endroits neutres, un café près de la rivière, un parc ombragé par des palmiers. Anaïs, repentante, multipliait les gestes tendres, un poème de Baudelaire glissé dans un bouquet, une promenade au clair de lune où elle racontait ses rêves d'une vie partagée. « Je veux quitter tout pour toi », déclara Anaïs un après-midi, ses yeux brillants de détermination. « Même mon amitié avec Ravière, si nécessaire. » Emma secoua la tête. « Non, nous ne pouvons pas le blesser ainsi. Il t'adore, et moi aussi. » Mais intérieurement, elle craignait la confrontation inévitable. Ravière, de son côté, sentait que quelque chose clochait. Il invita Anaïs à un déjeuner familial, espérant clarifier les choses. Autour de la table, la tension était palpable. Emma évitait le regard d'Anaïs, qui feignait une joie forcée. Soudain, Ravière posa la question fatidique, « Anaïs, es-tu amoureuse de quelqu'un en ce moment ? Tu sembles distraite. » Anaïs pâlit, et Emma sentit son estomac se nouer. « Peut-être, » répondit Anaïs évasivement. Ravière rit, mais son rire sonnait faux. Plus tard, seul avec Emma, il la questionna, « Ma fille, qu'y a-t-il entre vous deux ? Je ne suis pas aveugle. » Emma éclata en sanglots, avouant tous les baisers, les nuits, la trahison. Ravière fut choqué, mais pas en colère. « L'amour est imprévisible, » murmura-t-il. « Mais Anaïs est comme une sœur pour moi. Cela me blesse. » Le conflit familial éclata. Ravière confronta Anaïs, « Comment as-tu pu ? Emma est si jeune, si vulnérable. » Anaïs pleura, « Je l'aime sincèrement, Ravière. Ce n'est pas un caprice. » Il secoua la tête, « Tu l'as trahi avec Isabella. Comment puis-je te faire confiance ? » Anaïs, dévastée, quitta la maison en larmes. Emma se retrouva au milieu de ce chaos. Elle aimait Anaïs, mais la culpabilité envers Ravière la rongeait. Elle passa des nuits blanches, errant dans les rues de Séville, écoutant les échos des guitares flamenco qui semblaient chanter sa douleur. Un soir, elle reçut un message d'Isabella, qui avait appris pour elle, Anaïs te ment. Elle m'a promis la même chose. Furieuse, Emma affronta Anaïs. Est-ce vrai ? Demanda-t-elle, les yeux emplis de feu. Anaïs nia, mais Emma sentit le doute s'insinuer. Leur relation vacilla, faite de disputes passionnées et de réconciliations ardentes. Lors d'une nuit orageuse, elles se retrouvèrent dans l'appartement d'Anaïs. « Je ne peux plus vivre sans toi » cria Emma, et elles firent l'amour avec une intensité désespérée, comme si c'était la dernière fois. Mais le destin frappa. Ravière, apprenant pour Isabella,
décida de rompre son amitié avec Anaïs. « Pars, et ne reviens pas, lui dit-il. Anaïs, brisée, envisagea de retourner à Paris. Emma, paniquée, la supplia de rester. « Nous pouvons tout recommencer, implora-t-elle. Anaïs hésita. Son passé la hantait, une enfance difficile en France, des amours avortés. « Je t'aime, mais je crains de te détruire, confia-t-elle. Emma la serra dans ses bras. « Ensemble, nous serons plus fortes. » Leur amour approfondi, teinté de mélancolie française. Elles lisaient ensemble des auteurs comme Colette, qui célébraient l'amour entre femmes avec une sensualité poétique. Séville devint leur havre, avec ses fêtes taurines et ses jardins parfumés. Mais la jalousie d'Isabella persistait. Elle envoya des lettres anonymes à Ravière, révélant des détails intimes. Ravière, furieux, interdit à Emma de voir Anaïs. « C'est pour ton bien, dit-il. » Emma, rebelle, s'enfuit une nuit pour rejoindre Anaïs. Elles passèrent la soirée à danser dans un tablao flamenco, leur corps se frôlant au rythme enfiévré. « Peu importe le monde, tant que nous sommes ensemble, murmura Anaïs. Pourtant, la pression montait. Emma perdit concentration dans ses études, Anaïs négligea sa galerie. Un jour, Isabella confronta Anaïs publiquement, « Tu es une menteuse. » Une dispute éclata, et Emma intervint, défendant son amour. La foule murmura, mais Emma se sentit libérée. Le soir même, sur la terrasse familière, Anaïs avoua tout, « Isabella était mon passé, mais toi, tu es mon avenir. » Elles s'embrassèrent, scellant un pacte de fidélité. Ravière, apprenant la vérité, commença à adoucir sa position. « Si c'est réel, je l'accepterai, dit-il à Emma. » Mais un nouveau coup du sort arriva. Anaïs reçut une offre d'exposition à Paris, une opportunité de carrière. « Viens avec moi, proposa-t-elle à Emma. Celle-ci hésita, quitter Séville, sa famille? Le dilemme la déchira. Emma passa des jours à réfléchir, pesant le pour et le contre. Paris représentait l'inconnu, un monde de sophistication française que Anaïs incarnait si bien, les cafés existentialistes, les musées emplis de chefs-d'œuvre, les promenades le long de la Seine. Mais Séville était son ancre, avec ses traditions ardentes, sa famille. Ravière, sentant sa détresse, l'invita à une conversation franche. « Ma fille, l'amour vrai exige des sacrifices, dit-il, les yeux emplis de sagesse. Anaïs t'aime, je le vois maintenant. Mais assure-toi que c'est ce que tu veux. » Emma pleura dans ses bras, reconnaissante pour son pardon naissant. Anaïs, de son côté, luttait avec ses démons. Elle appela Isabella pour clore définitivement leur chapitre. « C'est fini. Je choisis Emma. » Isabella, blessée, accepta à contre-cœur. Libérée, Anaïs se consacra à reconquérir Emma pleinement. Elles passèrent un week-end à Grenade, visitant l'Alhambra, où les jardins mauresques inspiraient des moments de tendresse infinie. Sous un ciel étoilé, Anaïs s'agenouilla, « Épouse-moi, Emma. » Pas légalement, peut-être, mais dans nos cœurs. Emma, émue, accepta. Leur amour atteignit des sommets émotionnels, un mélange de passion romantique et de profondeur humaniste, comme dans les romans de Yourcenar. De retour à Séville, elles affrontèrent Ravière ensemble. « Nous nous aimons, déclara Emma. Ravière soupira, « Je vous donne ma bénédiction, mais avec prudence. » La famille commença à guérir, des dîners où Anaïs redevenait l'amie bienvenue, bien que changée. Pourtant, le haut trao approchait. L'exposition à Paris se concrétisa, et Anaïs dut partir temporairement. « Reviens vite, supplia Emma à l'aéroport. » Seule, Emma affronta la solitude, mais aussi une découverte, elle était enceinte? Non, fausse alarme, mais cela la fit réfléchir à l'avenir. Anaïs, à Paris, fut tentée par son passé. Une ancienne amante la contacta, mais Anaïs résista, fidèle à Emma. Elle envoya des lettres poétiques, « Ma chérie, Paris sans toi est vide, comme un tableau sans couleur. » Emma, inspirée, termina ses études avec brio, écrivant une thèse sur l'amour lesbien dans la littérature européenne. Ravière l'encouragea, « Tu es forte, comme ta mère. » La mère d'Emma, apprenant la vérité, réagit avec surprise mais acceptation, « Tant que tu es heureuse. » Le retour d'Anaïs fut triomphal.
Elle rapporta des cadeaux, un collier ancien, des livres rares. Mais Isabella, rancunière, tenta une dernière manœuvre, elle révéla leur histoire à la presse locale, espérant scandaliser. Séville, conservatrice, murmura. Emma et Anaïs affrontèrent le scandale. Nous n'avons pas honte, déclarèrent-elles. Ravière les soutint publiquement, l'amour est amour. La communauté artistique les défendit, transformant la trahison en triomphe. Pourtant, la pression émotionnelle culmina. Lors d'une nuit d'orage, Emma confronta Anaïs, « Promets-moi que plus jamais de secrets. » Anaïs jura, et elles scellèrent leur engagement par une nuit d'amour intense, leurs corps entrelacés comme des vignes andalouses. Le lendemain, une décision, elle resterait à Séville, Anaïs ouvrirait une branche de sa galerie. Paris serait pour les vacances. Leur relation s'approfondit, empreinte de valeurs humanistes, tolérance, pardon, croissance. Emma grandit, devenant une écrivaine reconnue, inspirée par leur histoire. Anaïs, mentor et amante, trouva la paix. Ravière redevint un pilier, organisant des dîners où l'harmonie régnait. Mais la vie n'est pas un conte. Un accident mineur, Anaïs glissa dans la galerie, se blessant légèrement, rappela la fragilité. Emma veilla sur elle, renforçant leur lien. À travers les épreuves, leur amour émergea plus fort, un témoignage de résilience. Séville, avec ses contrastes passion espagnole et élégance française, devint le symbole de leur union. Les mois suivants apportèrent une sérénité bienvenue. Emma et Anaïs vivaient ensemble dans un appartement surplombant la plaza de España, où les mosaïques colorées reflétaient leur joie multicolore. Ravière visitait souvent, partageant des repas animés de discussions philosophiques sur Sartre, sur l'humanisme, sur l'amour au-delà des normes. Emma publia son premier roman, inspiré de leur histoire, une telle lesbienne imprégnée de romantisme français, se déroulant en Espagne. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle, sa caséachetine subtile. Anaïs, fière, organisa une lecture à sa galerie, où Emma lut des passages émouvants sous les applaudissements. Pourtant, des ombres persistaient. Isabella, repentante, envoya une lettre d'excuse, « Je vous souhaite le bonheur ». Anaïs la montra à Emma, scellant la fin des conflits passés. Leur vie quotidienne était un poème, matin paresseux au lit, où Anaïs caressait les cheveux d'Emma en murmurant des vers de Rimbaud, après-midi à flâner dans les marchés, achetant des oranges juteuses, soirée à danser le flamenco, leurs corps synchronisés dans une harmonie parfaite. Un jour, lors d'une fête de famille, Ravière leva son verre, à l'amour, qui nous unit tous. Emma et Anaïs s'embrassèrent, sentant la chaleur de l'acceptation. Mais le destin testa leur résilience une dernière fois. Anaïs découvrit une maladie mineure, un problème de santé hérité, nécessitant un traitement à Paris. « Je ne te quitterai pas », assura Emma, l'accompagnant. À Paris, elles redécouvrirent la ville ensemble, promenade sous la tour Eiffel, visite au Louvre. Anaïs guérit rapidement, et elles rentrèrent fortifiées. « Cette épreuve nous a rapprochés », confia Anaïs. De retour à Séville, elles adoptèrent un mode de vie plus engagé. Anaïs organisa des expositions sur les thèmes LGBT, promouvant l'égalité, Emma écrivit des articles sur l'acceptation. Leur histoire inspira d'autres, devenant un beacon d'espoir. Le temps passa, et leur amour mûrit en une complicité profonde, humaniste. Elles voyageaient Madrid, Barcelone, même un retour à Paris pour un anniversaire. Ravière, vieillissant, les considérait comme sa famille élargie. Un soir, sur leur terrasse préférée, Anaïs murmura, « Merci pour tout, ma chérie. Tu m'as sauvée. » Emma répondit, « C'est réciproque. Notre amour est éternel. » La conclusion fut personnellement heureuse, bien que teintée de mélancolie. Isabella trouva son propre chemin, Ravière épousa une nouvelle compagne bienveillante. Emma et Anaïs, unies, affrontèrent l'avenir avec grâce. Dans cette histoire, l'amour triompha non sans cicatrices, enseignant le pardon, la fidélité, l'humanité. Séville, éternelle, veillait sur elle comme une mère bienveillante.